9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Et notre tandem du mercredi, Elisabeth Lévy et l'enseignant Thomas Guénolé, rebonjour à tous les deux. On va parler tout à l'heure de ce que je disais, jusqu'où va cette guerre, hein. Donc la pluie de missiles envoyée par l'Iran sur Israël. Il y a eu une réplique d'ailleurs aussi ce matin, Israël, qui a réussi hier soir à tout neutraliser. Jusqu'où cette guerre, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi avec des témoignages probablement, parce que je sais que nous avons des auditeurs qui nous ont appelés en fait de là-bas, ou en France aussi, touchés évidemment par cela, par l'impact, l'émotion et les dangers. Juste avant cela, donc Michel Barnier. Elisabeth Lévy, alors on a vu, on en a parlé avec les auditeurs là, alors chacun a apprécié ou pas son style. Et vous alors, qu'est-ce que vous retenez de cette heure et demie? Bon, le style, il a un certain... D'abord, je voudrais me barniériser. Ça devient mon idéal maintenant. Ah bah le ça y est, type c'est quoi? Qui ne s'énerve jamais, qui entend les gens dire des énormités. Mathilde Panot n'a dit que des énormités. En commencer par on a gagné les élections, vous savez leur truc ouais. là, le machin. Elisabeth a un crush sur Barnier, Leur tout à petit, fait clair. leur petit plaît, ritournelle. Et le type reste imperturbable. Maintenant, Imperturbable avec des tacs là, quand oui, même. mais ce que je disais, c'est le style british. Il l'a fait pas en braillant, en s'énervant comme certains pourraient le faire. Ouais. Et il le fait. Comme vous. Et voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, Ouais. Michel Barnier est mon exemple. Maintenant, sur le fond, on a bien compris. Il y a un truc On là. a bien compris qu'il était pris en sandwich entre la gauche. Non, la gauche s'est mise hors jeu dans cette période. On verra après. Mais pour l'instant, si vous voulez, ils peuvent que brailler. Donc, il est pris en sandwich entre les macronistes qui veulent rappeler qu'eux aussi ils sont de gauche parce que quand même c'est l'Église, donc Une partie. Oui, enfin, c'est apparemment Guillaume Braun-Pivet, etc. La mascarade autour de l'histoire de l'État de droit est hallucinante, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et de l'autre côté, par le RN. Alors après, est-ce qu'il va, la seule question en fait, c'est va-t-il réussir à faire voter un budget, parce que pour le reste, il n'y a pas tellement d'envolée, mais c'est le Premier ministre de la situation telle qu'elle est. Faire mais beaucoup avec peu, ça a été il n'a pas du tout été applaudi. Il a pas, donc, et par ailleurs, juste dernier mot, je pense qu'il a vraiment, là-dessus, je pense qu'il est sincère. Moi, je crois que s'il arrivait, alors LFI c'est fini, on n'arrivera pas, mais les autres, s'il arrivait à convaincre les gens qu'effectivement un peu de courtoisie, y compris avec les gens dont on déteste les idées, c'est pas mal, et que c'est ça l'esprit des Lumières, eh bien, il aurait fait une bonne œuvre. Thomas Guénolé. Oui, alors, il y a la forme et le fond. Ouais, bien Donc sûr. sur la forme, Le prof, sur on le sent le prof. Voilà, sur la, oui c'est vrai. On est un prof un jour, prof toujours. Ouais. Sur la forme, j'aime beaucoup Michel Barnier. Voilà, je le dis. Ah, lui aussi, la sur la forme, j'adore ça, et je lance un message à l'ensemble de la France Insoumise. Copiez cette méthode. Qui consiste à être soft sur la forme, courtois sur la forme, et intransigeant et intraitable sur le fond. C'est ça que vous devriez faire, au lieu d'être dans le conflictuel, la conflictualisation permanente et l'agressivité, etc. Là-dessus, il a raison. Il y en avait certains à LFI, je pense à Quatennens par exemple, qui étaient un petit peu dans ce style, dans ce registre. Caron aussi est très bon là-dessus, c'est-à-dire que bon oui. Il est plus sur Émeric Caron, il est très très dur sur le fond, mais il reste courtois sur la façon de dire. Alors, d'accord. Bon, on va pas donner des notes là, mais bon. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sur la forme. Sur le fond, j'ai un désaccord, mais vraiment profond, sur au moins un point avec Michel Barnier. C'est quand il parle de la politique pénale et qu'il parle de durcir encore la politique pénale, parce qu'il se trouve que les conditions de vie des détenus en France sont déjà abominables. Alors que la vaste majorité des gens qui sont des taulards, dont peut-être certains nous écoutent d'ailleurs à la radio, la vaste majorité des taulards en France, c'est pour des courtes peines. Et l'enfer où ils se retrouvent, c'est 2, 3 ou plus dans des cellules de 9 mètres carrés. Il y a des rats, il y a des cafards, il y a des punaises de lit. Est-ce que vous feriez, vous, vos besoins tous les jours en présence de vos voisins de cellules de 9 mètres carrés? Parce que c'est de ça dont on parle. Dans les douches collectives, il y a des viols. Je veux dire, le pourcentage de détenus qui se sont déjà fait violer en tôle est absolument hallucinant. Ça veut dire que quand vous condamnez quelqu'un à la prison française en l'état actuel, vous le condamnez avec des chances significatives de se faire violer. C'est ça que ça veut dire. Et une écrasante majorité de taulards, et je suis très content, merci de me permettre de dire ça à l'antenne, parce qu'on n'en parle jamais. Une écrasante majorité des détenus développent des troubles psychiatriques lourds dans cet enfer-là, et ensuite ils finissent par être libérés. Et donc c'est une fabrique de dangerosité. Et donc, moi ce que je dis c'est...
La prison, je suis totalement d'accord pour des peines extrêmement sévères dès qu'il s'agit, je vais être clair là-dessus, dès qu'il s'agit des criminels. J'entends par là en particulier les assassins, les violeurs, etc. C'est peut-être ce que je trouve par exemple que les peines pour les violeurs sont beaucoup trop courtes en France. En revanche, je pense que pour les peines courtes en général, c'est stupide et complètement contre-productif de les mettre en prison. Ce qu'il faut, c'est des peines de réparation et non pas des peines de prison. Là, il dit on va faire des prisons spéciales pour eux. C'est un progrès. Bon. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est des peines de réparation. Non mais pas des bracelets à la con. Intéressant ce que vous posez. Et là, j'ai un désaccord. Mais peut-être que le gouvernement nous écoute. Je leur demande juste sérieusement d'envisager ces possibilités-là. Écoutez, honnêtement, on ne peut pas avoir de religion sur ces sujets. Moi, je pense qu'il faut, 1, construire des places de prison, 2, faire une chose très simple. Oui. D'accord, c'est dès qu'un délinquant étranger est condamné chez nous et qu'il a exécuté sa première peine, au revoir. C'est ce qu'on appelait avant la double peine. Donc je pense que déjà ça va libérer de la place dans nos prisons. Vous êtes ferme dans ce sens-là. Oui. Comment ? Non, mais déjà, oui. déjà commençons par les choses assez simples. Et par ailleurs, il faut malgré tout, il semble que dans certains cas, la prison ce soit quand même un élément dissuasif. Ce qu'il faudrait évidemment quand vous avez des gens de 13, 14, 15 ans qu'on voit repasser, c'est des prisons où on arrive à leur mettre du plomb dans le crâne en même temps. Mais ça, ça va nous prendre trop de temps, je pense. Non, mais en tout cas, c'est un bon sujet que vous posez, évidemment. Merci beaucoup. De lumière sur la façon... Je pense qu'il y en a qui on peut plus mettre de plomb dans le crâne. Non, quand à 15 ans, le bien et le mal, t'as jamais eu l'idée de ce que c'était. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a voilà. Là-dessus, on a un point d'accord. Ouais. Je pense sincèrement qu'il y a des criminels de carrière. Ouais. Il y a des criminels, il y a des délinquants de nécessité, ça existe. C'est plus rare, hein, j'entends bien. Non, j'entends bien. Et il y a aussi, moi c'est ceux-là qui me terrifient, ils sont ultra minoritaires mais c'est les plus dangereux, ce sont les criminels parce qu'en fait, statistiquement, ce sont des monstres. C'est-à-dire que ce sont des anormaux cicatrices. Mais non, moi je te parle du gamin de 15 ans. J'entends bien. Je te parle du gamin de 15 ans à Cannes. Je te parle du gamin de 15 ans à Cannes qui va taper une vieille dame dans le dos et qui filme. Et l'autre qui filme. Voilà. Celui-là, il va peut-être pas choper 10 ans parce qu'en plus, la justice des mineurs, etc., il va même rien, à vrai dire. Mais déjà, celui-là, il ne lui est pas arrivé grand-chose, pardon. Mais celui-là, à 15 ans, s'il pense que taper une vieille dame, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, dans le dos, c'est bon. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on pourra un jour le lui faire savoir. Mais peut-être. On a des surprises dans nos débats. On a des surprises dans nos débats. Oui, bien sûr. On a des surprises. Et puis, c'était un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé, en fait, dans les médias. C'est important. C'est un angle mort dans les débats. Faites du Barnier. Extrêmement déçu. Non, je suis extrêmement déçu par ce qu'il a dit sur l'école. Oui, on ne va pas s'occuper des programmes. C'est-à-dire, en gros, le problème de l'école, c'est de payer plus de profs. Écoutez, non. Le problème de l'école, c'est qu'il faut tout revoir du sol au plafond. Il y a encore une étude sur l'orthographe, sur la déchéance de l'orthographe et de la syntaxe, c'est-à-dire de la capacité de penser. J'aimerais beaucoup qu'on en débatte de la semaine prochaine, qu'on fasse un débat entier sur l'éducation. Sur l'éducation. J'aimerais beaucoup, si Elisabeth est d'accord, mercredi prochain, éducation. Vendu. Allez, faire beaucoup avec peu. C'est ce qu'a dit Michel Barnier. On poursuit dans un instant. Il est 9h30. Calmez-vous. Nous sommes en classe. Pardon. Bien sûr, pas trop de chahut, puisque vous avez dit vous-même que vous avez apprécié ce côté barnieresque de mener les débats hier à l'Assemblée. J'entame un long processus, Patrick. Oui, c'est vrai. Vous partez de loin. Vous partez de très loin. Allez, 9h30, la vérité en face. Sur ce radio, dans un instant. Israël, l'Iran et beaucoup de choses, évidemment. J'attends vos réactions 0826 300 300 aussi. Ce que vous entendez là, évidemment, c'est issu de vidéos sur ce qui s'est passé hier soir et de nouveau ce matin aussi. Il y a cette fois-ci, c'est Liban qui est ciblé par l'armée israélienne avec des frappes sur des cibles terroristes du Hezbollah. Je cite précisément les termes des communiqués qui nous arrivent de là-bas. C'est vrai que nous allons en parler avec Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy qui connaissent bien ce dossier. Juste avant ça, quand même, parce qu'on parle de cette guerre, mais elle est réelle en fait sur les terrains. Il y a les victimes, il y a les familles, il y a cette souffrance aussi. Brigitte qui est avec nous au 0826 300 300 qui est hier dans le sud et qui a de la famille là-bas et qui voulait témoigner, qui est avec nous. Elisabeth et Thomas. Bonjour Brigitte. Bonjour à tous. Bonjour à vos invités, vos auditeurs. Oui.
Vous Ah les oui, avez eu, effectivement, bon, vous avez de la il y a famille, vous les avez eu au téléphone, quoi. Oui, il y a des amis, mais comme il n'y a pas un juif en France qui n'a pas de famille ou d'amis en Israël aujourd'hui, donc il n'y a pas une ville qui est épargnée, que ce soit Tel Aviv, Elat, même Elat, donc Haïfa, Ashdod, enfin tout est visé. Donc voilà, ils vivent au son des alertes, enfin voilà, au gré. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrifiant, c'est terrifiant. Ils vivent dans des abris, les gosses vont plus à l'école, le travail s'arrête, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, il y a des gens qui sont déplacés, qui peuvent plus vivre dans leur maison. Bon c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre. Il n'y a pas une ville qui est épargnée. Voilà, tout le monde est touché. Puis bon, Israël, c'est un très petit pays. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un peu l'équivalent de la Bretagne, pour faire simple. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas une famille en Israël qui n'est pas touchée par ça, ou qu'il n'y a pas un gamin qui est alarmé. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, avec l'approche du 7 octobre et le climat qui a été renforcé évidemment avec ce qui a été déclenché depuis des semaines et ce conflit qui existe et qui perdure aussi évidemment dans les territoires palestiniens avec des milliers de victimes aussi. Elisabeth Lévy, votre regard sur ces derniers développements. Effectivement, c'est très difficile pour les Israéliens. Il faut quand même savoir, et moi je voudrais quand même commencer, Brigitte, par une note assez optimiste, parce que la réalité, alors il y a eu au même moment un attentat au sol à Jaffa qui a fait, il me semble-t-il, 6 ou 8 victimes, je ne suis pas sûr. Ça c'est à la Kalachnikov, mais il y a un immeuble à Tel Aviv qui a été touché également, mais dans l'ensemble, la défense civile israélienne est extrêmement efficace. Alors c'est vrai que c'est traumatisant, mais en Israël, on fait des abris pour protéger la population, pas pour protéger les armes, les soldats et les planquer derrière la population. Et il y a un dôme qui protège. J'allais le dire, il y a le dôme de... en plus, mais bon, j'imagine qu'après on va rentrer dans le... moi, je pense que ce qui s'est passé hier est peut-être le moment où quelque chose de plus positif pourrait émerger. Tout simplement parce qu'en fait, tous les observateurs le pensent. Tant qu'il n'y aura pas une forme de confrontation, je ne parle pas d'une guerre au sol, c'est pas la guerre de 14, c'est pas ça qui se passe. Mais il y a un État dans la région qui non seulement veut détruire Israël, mais sème un véritable bazar en armant des milices ici, là, on parlait de l'Iran, voilà, qui d'ailleurs tue ses propres citoyens. Tant qu'il n'y aura pas une confrontation directe et qu'ils n'auront pas pris un grand coup sur si vous voulez, en termes de puissance, je pense que ça ne finira jamais. Donc je crois que peut-être, si vous voulez, cette confrontation... De là, il pourrait y avoir une réplique sur l'Iran, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, il y a un alignement des planètes aujourd'hui pour Israël, qui s'est quand même un peu, pas complètement, mais débarrassé, a beaucoup affaibli le Hezbollah et le Hamas. Je vous rappelle que ce sont les organisations qui bombardent son territoire, bombardent sa population civile. Israël se défend. Eh bien, il y a aujourd'hui, peut-être pour eux, de leur point de vue, un alignement des planètes pour aller à la confrontation, d'autant plus que les Américains, en gros, semblent donner leur feu vert. Ouais, sauf qu'il y a une élection qui est en cours, là, et donc... Thomas Guénolé, votre regard, Thomas Guénolé. Oui, et Elisabeth, vous revenez. Vous savez, ce sont des sujets, bien sûr, graves, ce sont des sujets lourds, ce sont des sujets inflammables. Hein. Et à titre personnel, bon voilà, j'ai des origines ashkénazes par ma mère, et en même temps, je suis pro-palestinien, et en même temps, je suis professeur de géopolitique. Je dois reconnaître que je suis tiraillé entre mes émotions, mes convictions et mon expertise. Cela rappelé, je pense que c'est important que quelqu'un qui a mon background dise que Benjamin Netanyahou, c'est de guerre. Et qu'à ce titre, il doit être jugé par la Cour pénale internationale. Bombarder des civils, c'est un crime. D'accord. C'est mon tour. Bombarder des civils, c'est un crime de guerre. Vous avez une estimation qui a été publiée dans The Lancet par une épidémiologiste, un médecin, un chercheur en santé publique, ensemble, comme quoi à Gaza, on est déjà à au moins 100 000 morts, en réalité. À cause de l'offensive de Netanyahou. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est dans cette revue scientifique, médicale. Je vous demande jamais de me croire sur parole. Hein. Alors, je connais l'argument, l'ennemi utilise des boucliers humains. Et cet argument, sur le fond, il est vrai. Mais si on estime le nombre de combattants du Hamas à 30 000, si on estime le nombre de combattants du Hamas à 30 000, on est donc à au moins 70% de victimes civiles. Pas des dommages collatéraux, ça.
C'est pas des dommages collatéraux. Ça, c'est un crime de guerre. À condition que ces chiffres sont exacts, quoi. Mais aussi, c'est une bien sûr. estimation. Vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est une estimation basse. Non, ces chiffres sont absolument pas corroborés. Attendez. Non, mais vous pouvez pas utiliser des chiffres qui, pour l'instant, Et quand ne bien sont même, absolument et pas si je prends, prouvés. je t'ai pas coupé, Elisabeth. Pardon, excuse-moi. tu as raison. Non, mais par en même temps, ailleurs, elle remet du contexte. et Non, mais j'ajoute- il a raison de le dire. Ouais. Et Je te demande j'ajoute, pardon. mais même si c'est l'estimation sur laquelle tout le monde est d'accord, qui est 30 000, quand vous avez un mort civil Non, pour mais un mort, ça n'est bien pas sûr. un dommage collatéral. À ce stade-là, on n'est pas sûr. Bah, vous savez, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Non, j'ajoute que le Liban, on n'est même pas une semaine. Ouais. Je sais pas pourquoi tout le monde se fout, pardon de le dire comme ça, j'exagère un peu, là, pour le coup j'en suis conscient, mais c'est le cœur qui parle aussi. J'ai l'impression qu'on s'en fout un peu des morts civils libanais. On en est déjà à 1600 morts. Je peux savoir pourquoi c'est... Voilà, ça a l'air d'être une abstraction. Moi, je suis désolé, En fait, ça fait plusieurs jours que je reçois des... voilà, mes positions publiques sont connues. Bon. Ça fait plusieurs jours que je reçois des messages, un peu comme le témoignage qu'on a entendu, mais venant de civils libanais. De civils libanais qui m'écrivent ce qu'ils vivent. Ouais, ou ce qu'ils vivent, ou des proches qui sont morts, ou des enfants qui sont morts, etc. Et donc, d'ailleurs, puisqu'on parle de deux choses. Un, Nasrallah, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'était une exécution extrajudiciaire. Ça aussi, c'est un crime de guerre. Mais, je dis pas qu'il fallait pas agir face à Nasrallah. C'est pas ce que je dis. Ouais. Je dis que comme pour les procès de Nuremberg, comme pour le procès d'Eichmann, Eichmann à Jérusalem, ce qu'il fallait, c'est le capturer et le juger, de préférence en Israël. Et c'est faisable. La preuve, c'est que Israël a des commandos d'élite d'un niveau qui est l'un des meilleurs au monde. Et j'ajoute que la France a montré que ce genre de choses était possible, puisque le terroriste Carlos, il s'est pas fait descendre. Il avait tué du monde en France. Il s'est fait capturer au Soudan. Il a été jugé. Et à l'heure où je vous parle, il va mourir en prison en France. Bon, attendez, là, je peux quand même répondre. Bien sûr. Tout ce que j'ai entendu. Force doit rester au droit international. Mon cher Thomas a juste oublié une chose. Alors, d'abord, commençons par Nasrallah. Moi, je préfère la méthode Munich, la façon dont les Israéliens ont exécuté l'un après l'autre tous les gens qui étaient responsables des attentats de Munich, c'est-à-dire de l'exécution d'athlètes israéliens, me paraît excellente. Je pense que la vertu a parfois des vengeances. Et la vengeance a parfois des vertus, pardon. Je pense que c'est excellent et j'aurais préféré que la France le fît ou l'applaudisse, au moins pour ce qui concerne Nasrallah, en tous les cas les patrons du Hezbollah, organisation qui nous a assassinés 58 parachutistes. Elisabeth, sur les victimes. Donc, deuxièmement, j'ai juste oublié une petite chose, mon cher Thomas. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé le 7 octobre, non seulement par cette attaque sur laquelle nous n'allons pas revenir, on en parlera lundi, je suppose, mais au quoi cette attaque, c'est pour détruire Israël, from the river to the sea, c'est bien connu. Gaza n'était plus occupé, contrairement à ce qu'il raconte, parce que il est ironique, nos gauchistes là, qui braillent sur la Palestine, Gaza n'était plus occupé. L'armée israélienne est retirée de Gaza et le blocus au sud, c'était l'Égypte, qui était d'ailleurs blocus qui a quand même permis à peu près à l'arsenal du Hamas de rentrer. Donc, il y a un blocus deuxièmement, par Israël, deuxième, Israël doit se défendre. Ça veut dire que c'est un État souverain qui doit empêcher que des ennemis à ses frontières puissent bombarder ces populations civiles. Si on nous bombardait à partir de Sarrebruck, je dirais oui, il faut malheureusement bombarder Sarrebruck, qui est de l'autre côté de la frontière allemande. Donc, Israël doit se défendre à la fois au sud et le 8 octobre, le Hezbollah a déclaré qu'il n'arrêterait pas les combats tant que le Hamas les mènerait. Donc, le Hezbollah a déclaré, ça n'est pas nouveau, mais la guerre à Israël. Le Hezbollah n'est jamais la résolution 1701. Les amoureux du international, ils passent tout. Quand c'est les Arabes, ils ont tous les droits, ils ont toutes les justifications, on ne leur demande rien. Et quand c'est les Israéliens, oui, c'est exactement ça. Je suis plus exigeant envers Israël, ça c'est vrai. J'en ai assez de ce plus exigeant. Ça veut dire suicidez-vous parce que vous êtes. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Non. Et de l'autre côté, vous avez une force terrorisme et militaire qui attaque un pays souverain. Eh bien, ce pays souverain, son devoir est de se protéger. Et moi, je dis une chose, il y a un problème avec l'Iran. Pourquoi? Je le répète,
Et ça, parce que ça, c'est un argument qui va te parler. Il n'y a aucun contentieux réel entre l'Iran et Israël. Il n'y a aucun contentieux. Il n'y a pas. Le seul contentieux, c'est qu'ils veulent pas de juifs là. Ouais. Le seul contentieux, c'est qu'ils ont décidé qu'il fallait que l'État juif disparaisse. Allez, Thomas Guénolé vous répond dans un instant, évidemment, sur Sud Radio, la vérité en face. On continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Superbe teasing. Lévy et Thomas Guénolé. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. L'attaque massive de l'Iran contre Israël, baptisée Promesse honnête 2. Terminé, a dit Téhéran cette nuit. Alors le président iranien, c'est intéressant parce qu'Elisabeth Lévy, vous parliez justement de l'Iran, ce que veut l'Iran. Et Thomas Guénolé va vous répondre. Alors le président iranien a dit hier, l'Iran ne cherche pas la guerre, mais elle fera fermement face à toute menace. Or, c'est elle qui a attaqué quand même hier. Alors, c'est vrai qu'il y a le Hezbollah qui est évidemment pro-iranien au Liban, qui a été attaqué auparavant parce qu'il attaquait lui-même Israël. Bon, c'est difficile évidemment tout ça. Thomas Guénolé, votre réponse à Elisabeth Lévy? Alors, plusieurs choses, mais je vais essayer d'être efficace et concis. D'abord, une riposte en légitime défense, je trouve ça totalement normal. Ce avec quoi j'ai un problème, c'est la riposte disproportionnée, extrêmement coûteuse en civils qui meurent. Et donc moi, mon problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, les civils palestiniens, les civils libanais. Quand on en est au stade où on peut estimer qu'on est à 70% de victimes civiles, il y a quelque chose, ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est un massacre. Bon, de masse. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a un problème, il y a un ver dans le fruit dès le départ, qui est que Israël occupe de manière illégale les territoires palestiniens, c'est-à-dire Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. Donc ils doivent se retirer intégralement de ces territoires-là. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice des Nations Unies. Il faudrait quand même rappeler qu'il y a ce problème-là et que tant qu'ils se retireront pas de ces territoires occupés, ils auront énormément de mal à obtenir la paix dans la région. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. J'ajoute. Et là-dessus, on a un désaccord presque que je qualifierais de philosophique avec Elisabeth. C'est que quand vous disiez tout à l'heure, je préfère la méthode Munich, et que moi je disais, il faut un procès. Il faut capturer, procès et ensuite une condamnation. C'est Confucius qui disait si tu cherches la vengeance, pense à creuser 2 tombes. Si la logique, c'est le cycle de la vengeance, ça ne s'arrêtera jamais. Et on me dit souvent, oui, mais ce que tu dis sur Nasrallah, après tout, Ben Laden, il s'est fait descendre et tout le monde était content. Et je vous réponds, parce que force doit rester au droit et non pas à la loi du talion. Je vous réponds, oui, et je suis d'accord avec Villepin et d'autres là-dessus, c'est que la logique de Ben Laden, la logique de l'exécution de Ben Laden n'est pas la bonne, ce qu'il fallait, et c'était faisable, pour le coup. C'était le capturer et qu'on ait un procès de Ben Laden à la Cour pénale internationale ou un tribunal ad hoc américain, c'était bien aussi. Et donc, encore une fois, je répète là-dessus, l'engrenage de la violence et du prix du sang, ça ne s'arrêtera jamais si c'est la logique. Et il n'y a qu'une seule méthode, elle est très vieille, elle est très frustrante, mais il n'y a que ça qui marche pour arrêter une guerre. Il faut une négociation d'accord de paix avec tout le monde autour de la table, et ça prendra le temps que ça prendra. Alors, pendant ce temps-là, il y a des civils libanais, palestiniens et israéliens qui meurent. Elisabeth Lévy. En particulier les Libanais, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'en fout. D'abord, une petite remarque sur M. de Villepin. Les auditeurs doivent savoir qu'il a déclaré récemment que l'axe de la résistance, c'était le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Donc, M. Villepin a choisi son camp, qui est encore pour l'instant officiellement celui des ennemis de la France. Hein, donc, ça, je trouve, c'est pas une référence aujourd'hui, M. Villepin. C'était spécifiquement sur le Canal. C'était sur le droit. C'était sur le Canal. Je ne réponds pas à la blague sur Israël occupe Bacha, parce que, excuse-moi, je ne réponds pas parce qu'il faut choisir, il reste peu de temps. Donc j'essaye de moi aussi de prioriser. Pourquoi les procès, etc., le droit international, ça n'est pas la réponse. Tout simplement parce que l'objectif d'Israël aujourd'hui est qu'il n'y ait plus à ses frontières la possibilité de nouveau 7 octobre. Le Hezbollah était en train d'en préparer un. D'accord ? Le Hamas était évidemment, s'il n'avait pas décapité le Hamas, c'est exactement ce qu'il était en train de faire. Le Hamas a fait rentrer des armes et des armes et des armes qui n'ont jamais, en quoi que ce soit, aidé la population de Gaza.
D'accord. Deuxièmement, c'est marrant, votre histoire de droit international. Pourquoi donc, comment dire, pourquoi c'est toujours Israël qui devrait, à qui on devrait jeter le droit international quand vous vous foutez éperdument qu'il ne soit pas respecté, je vous l'ai déjà dit, par le Hezbollah, etc., etc. Ça me paraît... Je n'ai pas d'espoir qu'une organisation islamiste le fasse. Terminé. Et puis ensuite... Ça me être d'une grande naïveté de penser cela. Et je vais finir encore une fois sur l'Iran. Vous pouvez négocier avec un pays qui vous dit, voilà, je veux cette terre, elle m'appartient plutôt qu'à toi. Vous ne pouvez pas négocier avec un pays qui dit, je veux que tu disparaisses. Il n'y a pas de négociation. C'est pour ça qu'en réalité, le seul moyen pour arrêter indéfiniment, la seule chose qui arrêtera vraiment cette violence et qui permettra certainement un nouveau départ à toute la région, c'est le changement de régime en Iran. Tant qu'il y aura en Iran un régime dont la raison d'être officielle est de détruire Israël, eh bien, Israël donnait des coups, je dis pas que c'est Israël qui doit faire tomber le régime. Vous vous rendez compte du nombre de morts que ça va faire, votre idée? Non, vous n'avez pas compris. Je n'ai jamais dit qu'Israël devait faire tomber le régime. Je dis que tant que le régime serait là, il n'y aurait pas de le régime iranien. Le régime iranien. Donc, que peut faire Israël et les Américains? Ce que les Français et les Anglais, que tout le monde aurait dû faire depuis longtemps, c'est porter de coups sérieux au programme nucléaire iranien qui va mettre en danger absolument toute la région. L'Iran est un État voyou. C'est pas seulement la question d'Israël. L'Iran... Bon, ça suffit là. Ça suffit. Vous parlez d'un État démocratique qui est attaqué de façon sauvage et qui vient de délivrer le monde d'une sacrée bande de salopards. Et qui chie sur le droit international et la plupart des accords internationaux sur une base quotidienne. Quand je dis État voyou, c'est dans ce sens précis. Non, non. Je vous ai déjà dit, mon cher Thomas, que malheureusement le droit international est un peu moins candide que vous et que quand des installations militaires sont installées au milieu de lieux habités par des civils, tapé de ces immeubles, malheureusement, c'est triste. Il est où le QG militaire? Ça en fait, vous voulez pas l'entendre, je le sais. Non, c'est pas ça, c'est que l'objectif militaire légitime. C'est pas ça, c'est que le QG militaire israélien d'être installé, c'est une information de CNN qui est tombée hier, a été installé dans une zone israélienne densément peuplée. Donc on peut difficilement utiliser cet argument quand Israël fait très exactement la même chose avec son QG. Donc je ne comprends plus le raisonnement là. Non mais excusez-moi, Israël met pas des roquettes dans des immeubles de civils. Non mais c'est pas du tout. Israël met pas des roquettes dans des immeubles de civils. Vous voulez bien répéter ça doucement? Oui, Israël ne plombe pas ses armements. Non, non. Israël ne met pas des roquettes. Pas ses armements, ses propres armements. Ne met pas ses stocks de munitions. Non, parce que balancer des roquettes sur des immeubles civils, ça elle le fait. Israël est un tout petit pays. Et elle aussi d'ailleurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de zones désertiques. Vous êtes obligés, mais c'est pas ça la question. Le Hamas, c'est pas. On reproche pas au Hamas d'être installé à Gaza. On lui reproche de s'installer sous les immeubles civils, d'avoir fait des tunnels dans lesquels la population n'a jamais été protégée. De n'avoir jamais fait entrer, ils pouvaient tout faire entrer par l'Égypte. Vraiment, ils ont fait entrer de construire des centaines de kilomètres. Là-dessus aussi, on est en désaccord, c'est que le niveau d'immoralité, de cynisme et de monstruosité des organisations terroristes ne justifie pas qu'Israël s'abaisse à leur niveau en termes de méthode. Bien sûr, c'est un concours de morale. Il faut tendre la joue gauche. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que tu peux pas. Je dis que l'horreur d'en face ne justifie pas que toi tu t'autorises des choses comme ça. C'est pas la même chose. Pas terminé malheureusement, évidemment, ce conflit, cette guerre qui dure depuis des décennies et des décennies. Bien sûr, l'Iran qui est derrière et qui, il faut le dire aussi, il y a le contexte international avec d'un côté la Chine, la Russie, bien sûr, et l'autre guerre à côté. Et tout ça a des liens aussi, bien sûr. On le sait, il y a des liens entre l'Iran et la Russie, par exemple, entre l'Iran et la Chine, bien sûr, aussi. Bon, voilà, on va pas de nouveau continuer. Il est quasiment 10h dans un instant. Mon nouveau Gilles Gansman et Christine Bouillot. Et nous, on se retrouve ensemble mercredi prochain, le tandem Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy.